je me souviens bien de l'odeur. L'arôme de basilic frais, d'ail doré et le parfum sucré des tomates mûres, tout se mêlant en une symphonie dans ma cuisine. C'était notre sanctuaire, le lieu où la passion pour la cuisine se transformait en article. Ensemble, Isabla et moi, nous avons bâti un rêve. Elle, avec son talent pour le marketing et son charme qui captivait tout le monde. Moi, avec mes mains et mon âme dédiée à chaque plat. Nous étions inséparables, partenaires en affaires et dans la vie, et le restaurant était notre enfant, grandi avec la sueur de notre travail et l'amour qui nous unissait. Je ne savais pas qu'une recette amère était en préparation derrière ce sourire, un plat froid de trahison que je n'oublierai jamais. Chaque ingrédient que je choisissais, chaque assaisonnement que j'ajoutais, était pour nous, pour notre avenir, une croyance qui allait bientôt être cruellement brisée. Elle était la lumière de ma vie, l'assaisonnement qui manquait à chaque jour. Son rire remplissait l'espace entre les casseroles, et ses yeux marrons, promettaient un avenir qui semblait aussi certain que le lever du soleil. Nous partagions non seulement le comptoir de la cuisine, mais aussi l'intimité de nos secrets et de nos plans. Je lui faisais confiance plus qu'à quiconque, lui remettant non seulement les clés de notre restaurant, mais aussi les clés de mon cœur. Nos discussions étaient rares et se terminaient toujours par des étreintes serrées, une danse de réconciliation qui semblait renforcer encore plus nos liens. Je pensais que nous étions invincibles, un duo imbattable capable de relever tous les défis que la vie nous présenterait, surtout dans le monde culinaire. Les recettes. Mes recettes. Elles étaient plus que de simples papiers avec des ingrédients, elles étaient l'essence de mon âme, le résultat d'années d'expérimentation, d'erreurs et de succès. Chaque plat avait une histoire, un morceau de moi à chaque bouchée. Et je les ai confiés à Isabla, sans hésitation, croyant qu'elle les préserverait avec le même soin et le même respect que moi. Je lui ai montré les secrets, les astuces, les touches qui rendaient notre cuisine unique, différente de tout ce qui existait. Je n'aurais jamais imaginé que cette connaissance, partagée avec tant d'amour et de dévouement, serait l'arme qu'elle utiliserait contre moi. Je croyais fermement que nous construisions quelque chose ensemble, un héritage de saveur et de passion qui serait rappelé pendant des générations. La rupture est survenue abruptement, comme une coupure nette et inattendue. Un jour, les portes de notre restaurant étaient fermées. Non pas par moi, mais par elle. Elle a disparu, emportant non seulement mes recettes, mais aussi l'argent que nous avions économisé avec tant d'efforts. La surprise a été accablante, la douleur physique. Le silence de la cuisine vide faisait écho à la douleur de mon âme, une mélodie triste et désolante. Là où il y avait de la vie, il n'y avait plus que le fantôme d'un rêve brisé. Le vide laissé par son absence était aussi palpable que l'odeur de déception qui imprégnait l'air. En quelques semaines, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Un nouveau restaurant, avec un nom différent, mais avec un menu étrangement familier. La saveur d'Isabla, disaient les annonces, en lettres capitales. Et, à mon grand malheur, le restaurant était un succès retentissant. Des files d'attente devant la porte, des éloges dans tous les journaux, des clients satisfaits, le tout basé sur mes créations. Mes recettes, servies par elle, lui rapportant des bénéfices, tandis que j'étais ruiné, le cœur en morceaux et mes rêves en cendres. La trahison était complète, le coup de poignard dans le dos, profond et douloureux, laissant une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais. La nouvelle de ce succès était comme du sel sur une plaie ouverte. Chaque éloge qu'Isabla recevait pour ses créations était un coup de poignard dans ma poitrine. Je voyais mon travail, mes nuits d'expérimentation, mes secrets culinaires, usurpés et célébrés, tandis que j'amère le échec et l'humiliation. Le restaurant, qui était autrefois le centre de mon univers, était maintenant un rappel constant de ma folie et de sa cruauté. Mon nom, autrefois associé à l'innovation et à la saveur, était maintenant murmuré avec pitié et mépris, une ombre de ce que j'avais été. C'était le pire des enfers, un tourment quotidien qui me consumait de l'intérieur, me coupant l'appétit et le sommeil. La ruine financière est allée de pair avec la ruine émotionnelle. Les dettes se sont accumulées, les créanciers frappaient à la porte, et je n'avais aucun moyen de payer. L'argent qui devait être le nôtre avait disparu avec Isabla, et les quelques économies qui me restaient couvraient à peine les dépenses les plus élémentaires. J'ai perdu mon appartement, ma voiture, et, plus important encore, j'ai perdu l'espoir. Les casseroles et les ustensiles de cuisine, autrefois mes instruments de travail et de passion, semblaient maintenant moqueurs, me rappelant tout ce que j'avais perdu. J'ai été contraint de vendre presque tout ce que je possédais, transformant mes biens en miettes pour survivre, pendant qu'elles prospéraient. Chaque jour, l'envie de continuer diminuait. La saveur de la nourriture, qui fut un jour ma plus grande joie, devint insipide, fade, dénuée de sens.
Je voyais Isabella en couverture de magazine, souriante, posant à côté de mes plats, récoltant les fruits de mon dévouement et de mon talent. L'injustice me rongeait, transformant la douleur en une colère silencieuse et persistante. Je me sentais invisible, un fantôme de mon ancien moi, errant sans but dans un monde qui semblait avoir conspiré contre moi, et la flamme qui brûlait autrefois dans ma poitrine était presque éteinte. C'est alors que j'ai décidé de disparaître. Il n'y avait plus de raison de rester là, à témoigner de son triomphe sur mes cendres. Vendre le peu qui me restait, acheter un billet aller simple pour un endroit lointain et recommencer à zéro, loin de tout et de tous ceux qui pourraient me rappeler ce cauchemar. J'avais besoin d'un refuge, un endroit où l'ombre d'Isabella ne pourrait pas m'atteindre, où je pourrais lécher mes blessures, qui sait, trouver un nouveau but. C'était une fuite, oui, mais aussi une tentative désespérée de me sauver de l'autodestruction. J'ai laissé derrière moi la ville, les amis, les saveurs, et, surtout, la personne que j'avais été. Je suis devenu personne, une ombre sans nom, sans passé. Juste moi et l'amer souvenir de la trahison qui m'a tout arraché. La douleur n'a pas disparu, elle s'est seulement transformée, se logeant dans un coin sombre de mon cœur, attendant le bon moment pour ressurgir. Mais, cette fois, ce ne serait pas pour me détruire, mais pour servir un but, un objectif qui, à ce moment-là, n'était encore qu'un simple éclair dans mon esprit. La graine de la vengeance, encore petite, commençait à germer. Les années se sont écoulées, chaque jour une nouvelle couche de cicatrices sur les anciennes blessures. Je me suis réinventé, oui, mais l'ombre de la trahison ne m'a jamais abandonné. J'ai travaillé dans de petites cuisines obscures, sans l'éclat de la reconnaissance, loin des projecteurs qui m'avaient un jour aveuglé. J'ai observé de loin l'empire d'Isabella grandir, à chaque nouvelle succursale, à chaque prix qu'elle recevait, une pointe de colère s'allumait dans ma poitrine. Ce sentiment n'était plus la douleur aiguë de la perte, mais une flamme froide et calculatrice, alimentée par l'injustice qui m'avait été imposée. Je ne voulais plus le succès pour moi, mais le désir de voir le sien s'effondrer est devenu mon nouveau but, ma nouvelle recette. Ce fut lors d'une de ces nuits solitaires, bercée par la mélancolie et l'odeur du café fort, que l'idée surgit, claire comme un bouillon bien filtré. Je ne pouvais pas rivaliser avec elle sur le marché, je n'avais ni les ressources, ni le nom. Mais j'avais quelque chose qu'elle n'aurait jamais, la connaissance intime de mes propres créations. Je connaissais chaque ingrédient, chaque technique, chaque erreur potentielle. J'étais le père de ces recettes, et comme un père, je connaissais les secrets et les faiblesses de mes enfants culinaires. Et c'est là, dans la pénombre de cette petite chambre, que naquit le critique gastronomique anonyme. Mes premières publications étaient timides, de simples gribouillis sur un blog sans prétention, utilisant un pseudonyme que personne ne lirait jamais à mon passé. Je parlais de restaurants en général, de l'art de la cuisine, des défis de la gastronomie. Mais, derrière chaque mot, j'aiguisais la lame que j'utiliserais contre Isabella. J'étudiais les textes des critiques célèbres, la manière dont ils décortiquaient les plats, le langage qu'ils utilisaient pour louer et pour critiquer. Je voulais être crédible, respecté, avant de porter le premier coup contre son empire, une attaque chirurgicale et dévastatrice. Le bon moment est venu lorsque la saveur d'Isabella a été élue restaurant de l'année. La ville bouillonnait avec la nouvelle, et elle était au sommet de sa gloire. J'ai senti un frisson dans le dos, un mélange de nervosité et d'excitation. C'était le moment d'agir. Ma première critique sur son restaurant était déguisée en éloge voilé, avec de petites réserves que seul un palais entraîné, surtout, le créateur des recettes, remarquerait. Je louais la base, la structure, mais je signalais des nuances légèrement différentes, de petits écarts qui passeraient inaperçus pour la plupart. J'ai commencé à semer le doute. Les critiques, toujours anonymes, ont commencé à gagner en notoriété. Je les publiais sur de grandes plateformes, dans des forums de gastronomie et sur des blogs spécialisés. Mon langage était mordant, mais impeccable, les analyses détaillées, presque chirurgicales. Je parlais de texture, de température, d'équilibre de saveur que seul le véritable créateur pouvait identifier. Ce n'était pas une attaque directe, mais une dissection minutieuse, exposant des défauts presque imperceptibles, mais qui, ensemble, créaient une image de déclin. À chaque nouvelle critique, je sentais le goût doux de la vengeance commencer à se former dans ma bouche, une saveur que je poursuivais depuis des années. Les publications ont commencé à faire du bruit. Au début, ce n'était que des commentaires isolés sur des forums de gastronomie, Fulano a-t-il raison ? J'ai remarqué ça aussi sur le dernier plat. Mais le volume et la spécificité de mes analyses augmentaient chaque jour, et bientôt les médias spécialisés ont commencé à les remarquer. Mes critiques se distinguaient par leur précision.
Je ne disais pas seulement qu'un plat était mauvais, j'expliquais pourquoi il était mauvais, en signalant des défauts de cuisson, d'équilibre des saveurs ou de qualité d'un ingrédient. C'était comme si j'étais à l'intérieur de la cuisine d'Isabla, un fantôme observant chaque mouvement et dénonçant chaque écart. À chaque nouvelle critique, je m'enfonçais dans les moindres détails. J'ai commencé à décrire comment la croûte d'un certain rôti devait être croustillante à l'extérieur et juteuse à l'intérieur, et comment, dans la version servie dans son restaurant, elle était soit trop sèche, soit trop molle. Je parlais de l'acidité parfaite d'une sauce qu'elle servait avec un excès de vinaigre, altérant complètement l'intention originale. Ce sont des défauts que seul quelqu'un qui connaissait à fond les recettes originales pouvait identifier avec autant de clarté. Ce n'étaient pas de simples opinions, c'étaient des faits basés sur une connaissance que seul moi possédais, et cela rendait mes mots indéniables. L'impact ne tarda pas à se faire sentir. Les réseaux sociaux, auparavant remplis d'éloges, commencèrent à faire écho à mes critiques. Les gens, autrefois aveuglés par le glamour de la saveur d'Isabla, commencèrent à goûter les plats avec un œil plus critique, influencé par mes mots. Je voyais les commentaires des clients s'aligner sur mes observations. En effet, le risotto n'est plus aussi crémeux qu'avant. J'ai remarqué que le pesto est plus huileux. La confiance dans le restaurant d'Isabla commença à s'éroder, brique par brique, non pas par une bombe, mais par un écoulement constant de vérités gênantes. À chaque critique que je publiais, un nouveau trou s'ouvrait dans la réputation du restaurant. Les réservations diminuaient. Les files d'attente devant la porte, autrefois si longues, se sont raréfiées. Isabla essayait de se défendre, publiant des déclarations sur les réseaux sociaux, minimisant l'importance des critiques, invoquant l'envie ou des rumeurs. Mais il était trop tard. Les gens avaient déjà perçu la vérité, ou du moins, le doute s'était déjà installé dans leurs esprits. La graine de la méfiance, que j'avais plantée avec tant de soin, portait ses fruits, et les clients votaient avec leurs pieds, s'en allant. La vengeance était en cours, non pas par l'explosion d'un nouveau restaurant, mais par la destruction lente et douloureuse de sa réputation, mot par mot. Je n'avais pas besoin de cuisiner pour lui voler son éclat, j'utilisais ma plume, mes souvenirs et mes connaissances pour démanteler son empire. Chaque paragraphe était un coup, chaque phrase un coup de poignard. Le goût de la victoire était doux amer, mais il était là, réel. Et je savais que la fin était proche, la chute était imminente, et cette fois, la recette de la défaite serait entièrement la sienne. La chute fut plus rapide que je ne l'espérais, et infiniment plus satisfaisante. Après des mois de critiques implacables, le restaurant autrefois dynamique, la saveur d'Isabla, commença à montrer des signes clairs de détérioration. Les articles sur la gastronomie, autrefois élogieux, remettaient désormais en question la qualité et la consistance des plats. Les blogs culinaires, qu'il avait un jour idolâtrés, reprenaient désormais mes analyses, les transformant en vérités incontestables. L'image qu'elle avait construite sur mon travail se désagrégeait comme un soufflet qui dégonfle hors du four, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Je me souvenais clairement d'une critique en particulier. J'avais détaillé l'échec d'un classique bœuf bourguignon, soulignant que la viande était fibreuse et la sauce, diluée. C'était un plat que j'avais maîtrisé pendant des années, et qu'Isabla avait reproduit à la perfection durant les premiers mois. Mais, avec le temps, le dévouement s'était perdu, et les défauts étaient apparus. La presse s'était emparée de ma critique et en avait fait un titre, comparant la version actuelle à l'excellence du passé. Cela a profondément ébranlé la confiance des clients et de la critique spécialisée, portant un coup presque fatal à la réputation qu'elle visait tant. Les employés ont commencé à se plaindre publiquement des conditions de travail, des réductions de coûts et de la pression pour maintenir la qualité avec des ingrédients inférieurs. C'était un effet domino. La diminution de la clientèle a entraîné des coupes encore plus importantes, ce qui a eu pour résultat encore plus de problèmes de qualité, créant un cycle vicieux de déclin. Les nouvelles de succursales fermées, autrefois prospères, ont commencé à surgir, se répandant rapidement. J'observais de loin, stratège invisible, voyant mon plan se dérouler avec une précision quasi chirurgicale, ressentant un mélange de soulagement et d'une étrange mélancolie. Isabla, autrefois si imposante, commença à apparaître en public avec une expression fatiguée, un sourire forcé et un regard inquiet. Je savais qu'elle ressentait le poids de ma vengeance, la pression de voir son empire s'effondrer sans comprendre la cause exacte. Elle ne pouvait pas me voir, ne savait pas qui j'étais, mais elle sentait la présence de ce critique anonyme, une ombre omniprésente qui soulignait chacune de ses failles. J'étais devenu son pire cauchemar, la voix inconfortable qui la hantait dans chaque critique négative, et il n'y avait nulle part où fuir. Finalement, la nouvelle que j'attendais tant arriva, la saveur d'Isabla ferma ses portes définitivement.
L'empire de saveur qu'elle avait construit sur mes ruines s'était réduit en poussière. La vengeance était accomplie, non pas par l'éclat d'un nouveau restaurant, mais par l'obscurité de sa faillite. Mes mots, aiguisés comme des couteaux, avaient rempli leur but. J'avais détruit sa réputation, mot par mot, exactement comme prévu. Le silence qui suivit la nouvelle de la fermeture fut la plus douce mélodie que mes oreilles n'aient jamais entendue. La fermeture de son restaurant ne m'a pas apporté l'euphorie que j'avais imaginée. Il y avait un vide, un silence étrange après toute cette tempête. J'avais passé des années à alimenter la flamme de la vengeance, et maintenant, éteinte, je me sentais un peu perdu. La satisfaction de voir l'empire d'Isabla s'effondrer était réelle, oui, mais elle ne comblait pas le trou qu'elle avait laissé dans ma vie. Ce chapitre était clos, mais qu'est-ce qui venait après? Je m'étais défini par ma douleur et ma quête de justice. Sans cela, qui étais-je? J'ai observé les photos de la saveur d'Isabla avec les portes scellées, les enseignes éteintes, et j'ai pensé à tous les rêves que nous avions un jour partagés dans ce même espace. Le souvenir de la trahison brûlait encore, mais la rage intense avait diminué. C'était comme la fin d'une longue bataille, où la fatigue l'emportait sur la joie de la victoire. J'avais prouvé que mes recettes étaient la base de son succès, et que sans le véritable créateur, elle ne pouvait pas prospérer, mais le coût émotionnel avait été trop élevé. J'ai commencé à me demander si ça en valait la peine. La vengeance, bien que savoureuse en théorie, laissait un goût aigre-doux en bouche. J'avais détruit quelque chose, oui, mais je n'avais rien construit à sa place pour moi-même. L'identité de critique anonyme, qui m'a donné pouvoir et but pendant un temps, me semblait maintenant vide. J'étais un observateur, pas un participant. Mon talent, celui qui m'a propulsé avant ma chute, restait en sommeil, utilisé seulement pour démolir, jamais pour créer. La vérité est que la vengeance ne m'a pas apporté la paix. Elle m'a apporté un bref moment de satisfaction, mais l'âme était toujours inquiète. Je croyais qu'en la voyant tomber, je me sentirais complet, mais le bonheur que j'attendais n'est pas venu. J'ai réalisé que ce que j'aimais le plus était cuisiner, créer, et que l'énergie que j'avais dépensée pour la faire tomber aurait pu être utilisée pour me relever, pour construire un nouveau rêve, un nouveau restaurant, basé sur la passion, non sur le ressentiment. Alors, j'ai décidé qu'il était temps de tourner la page. La vengeance était accomplie. Maintenant, il était temps de chercher ma propre reconstruction. Peut-être qu'un jour je recommencerai à cuisiner, non pas pour la célébrité ou l'argent, mais pour la pure joie de créer quelque chose de délicieux. Le couteau affûté que j'ai utilisé pour couper sa réputation, je l'utiliserai pour trancher des oignons frais et des épices vibrantes. L'anonymat du critique gastronomique resterait dans le passé, et un nouveau chapitre commencerait, un où je serais le protagoniste de ma propre histoire, et non seulement le bourreau d'une autre.